et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai envie d'enregistrer quelque chose aujourd'hui qui m'a été demandé plusieurs fois et puis je me suis dit que c'était la bonne occasion. Parce que, donc si tu ne le sais pas, cette année, donc j'enregistre en 2024, j'ai fêté les 11 ans de l'ouverture de mon entreprise. Donc évidemment, j'ai commencé en micro-entreprise pendant plusieurs années avec du salariat en parallèle. Puis j'ai quitté le salariat, puis je suis passée en société. Enfin, je vais pas te refaire tout le truc. Si tu me regardes sur YouTube et que tu me vois regarder un petit peu en bas de la caméra, c'est parce que j'ai mon écran et j'ai noté justement les choses dont j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que je voulais essayer de ne pas oublier certaines choses. Donc, si tu le sais pas, en fait, le chiffre 11, c'est un chiffre qui est important pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis née un 11 novembre, donc un 11-11, donc 2 fois le chiffre 11 qui est déjà, lui, 2 fois le même chiffre, donc je trouve ça intéressant. C'est une date fériée, donc c'est assez cool pour moi par rapport à mon anniversaire. Et puis, j'aime bien tout ce qui est chiffres et heures miroirs, ça me parle. Alors, je saurais pas dire pourquoi, parce que j'ai aucune croyance par rapport à ça, mais je sais qu'à chaque fois que je voyais un 22h22 ou des choses comme ça me parlait. Donc voilà, le chiffre 11, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose voilà, que j'aime beaucoup et donc je suis contente aujourd'hui de fêter les 11 ans du début de mon aventure entrepreneuriale. Heu, donc je me suis dit, comme on me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je dois faire si je dois me lancer et cetera, je vais être très honnête, dernièrement, j'ai eu à peu près 8 personnes qui sont venues me poser des questions sur, justement, qu'est-ce que tu ferais si tu devais te lancer? Qu'est-ce que tu ferais autrement? C'est quoi ton conseil numéro 1? Et cetera. Que ce soit des personnes qui actuellement sont salariées et veulent se lancer à leur compte ou même juste en side project, que ce soit dans la BSB, avec des entrepreneurs que j'accompagne ou même des étudiants que j'ai en cours et qui veulent justement, voilà, qui ont des questions par rapport à ça. Donc je me suis dit, ce serait la bonne occasion d'enregistrer un épisode dédié à ça. Et comme on est dans les 11 ans de l'entreprise et que c'est un chiffre que j'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais te donner 11 conseils que je donnerais à quelqu'un qui va se lancer, que j'aurais pu donner, enfin si je la rencontrais aujourd'hui à la Bertie de 2013. Donc voilà, je me dis que ça peut être assez sympa d'aller là-dedans. Donc si tu veux te lancer, si tu penses potentiellement à te lancer un jour, si c'est une idée que tu as peut-être en tête ou juste si c'est un sujet qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Je vais te donner 11 conseils que j'aurais donnés à quelqu'un qui me demande: «Mais qu'est-ce que tu ferais si tu devais, te lancer aujourd'hui?» Alors, le tout premier conseil et c'est le plus simple, je pense, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de se lancer. Parce que j'ai beaucoup trop de personnes et notamment des étudiants ou même, enfin, des personnes qui sont salariées qui sont venues me voir en disant: «Oui, mais j'attends d'être prêt ou prête» et cetera. Pour moi, si c'est une micro-entreprise, alors je parle pas d'une société et cetera, je parle vraiment du format micro-entreprise, surtout si tu as un travail ou des études à côté, mais vas-y, tu n'as rien à perdre. Je vais pas dire que la micro-entreprise, c'est totalement gratuit parce que ce serait mentir, ça coûte un petit peu, mais déjà la première année, en général, ça va pas te coûter grand-chose et surtout, si tu ne génères pas de chiffre d'affaires, tu n'es pas imposé donc bah, du coup, tu payes pas. Donc si tu as peur de te planter, vas-y, plante-toi. Génère pas de chiffre d'affaires, c'est pas grave, mais au moins tu l'auras tenté. Ce serait trop bête, en fait, de toujours se dire: «Bah, je vais attendre le bon moment, je vais attendre le bon moment», d'enfin te lancer et quand tu te serais lancé et je sais pas, enfin voilà, moi en tout cas ça m'a fait ça. Je me suis dit: «Mais pourquoi je l'ai pas fait avant?» Et pourtant, je te dis ça, je me suis lancée quand même, ça faisait à peine 6 mois que j'avais fini les études. Mais à l'époque, enfin, maintenant, je me dirais: «Mais lance-toi pendant que tu es en études, en fait. Vas-y, commence à trouver des clients, commence à démarcher, commence à rôder ton pitch, commence à faire des trucs, en fait». Même si c'est du bénévolat, même si c'est des choses comme ça, commence à faire des choses sous ton nom de marque ou sous le nom que tu veux qu'on te retrouve, pour commencer à créer du contenu, créer du référencement, que les gens sachent que tu existes, sachent ce que tu fais et cetera. Donc mon premier conseil, c'est vraiment n'aie pas peur de te lancer, en tout cas sur quelque chose qui ne te coûte pas grand-chose, voire rien, c'est-à-dire la micro-entreprise. Lance-toi dès que tu peux et construis autour de ça, d'accord? Deuxième conseil que je donnerais à quelqu'un qui me demande: «Bah, voilà, j'aimerais me lancer, qu'est-ce que tu me dirais de faire?» Évidemment, ça va te paraître très évident si tu écoutes déjà mes podcasts, mais c'est de bien étudier ta cible. Alors que tu veuilles faire ça en side project, on va dire, vite fait à côté, et pas forcément en vivre ou même que tu souhaites en vivre par la suite et encore plus si tu souhaites en vivre par la suite, l'étude de ta cible et savoir à qui tu parles, c'est plus qu'important. Parce que ça va t'aider à tout faire. Ça va t'aider à construire ton offre, ça va t'aider à développer ta communication, ça va t'aider à trouver tes premiers clients, ça va t'aider à créer des vrais liens avec les personnes, que tu veux accompagner et cetera. Donc vraiment, connaître ta cible, c'est ultra important. Pour ça, tu as plusieurs choses. Évidemment, tu peux te poser la question, comme on parle souvent du client idéal, donc créer ta petite fiche
dire, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il aime, et cetera. Mais tu peux aller aussi plus loin en posant des questions. C'est-à-dire que n'hésite pas à aller interroger des personnes qui semblent être tes clients idéaux, à leur poser des questions en disant: «Voilà mon idée d'offre, voilà ce que je pensais», et cetera. Confronte tes idées, confronte ton vocabulaire aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pensent que, par exemple, tel terme est, hyper, connu alors qu'en fait pas du tout. Enfin, pas par leur cible. C'est-à-dire que, par exemple, enfin, j'en ai déjà parlé, c'est le syndrome de l'expert. Penser qu'un terme ou une chose est connu, de tous, alors qu'en fait, c'est plutôt connu par les personnes qui savent déjà de quoi elles parlent. Sauf que si ta cible, c'est les personnes, par exemple, je sais pas, si tu es, réflexologue et que tu veux sensibiliser les personnes à ça, et ben, du coup, tu t'adresses à des personnes qui savent pas forcément ce que c'est, et donc ces personnes-là ne connaissent pas du tout les terminologies et tout ce qu'il y a autour de la réflexologie. Donc il va falloir être très pédagogue. Évidemment, si ta cible, c'est les personnes qui sont déjà, convaincus et qui font déjà de la réflexologie, du coup, tu as pas forcément besoin de faire, d'être hyper pédagogue, même si bon, ça sert toujours. Mais par contre, si ta cible c'est ça, c'est quand même plus complexe parce que ça veut dire que tu vas t'installer sur quelque chose où, les gens t'attendent déjà au tournant. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc deuxième conseil, comme je te disais, vraiment étudie bien ta cible parce que tout le reste va en découler. Si tu te plantes sur ça, je dis pas que tu vas tout planter, mais ça va pas t'aider à justement, bien développer les choses et tu vas dire: «Ah je comprends pas, ça marche pas». Oui, mais en fait, peut-être que tu as mal étudié ta cible. Et c'est lié à mon conseil numéro 3 justement. Moi, je te conseille de tenter des choses tant que tu risques pas grand-chose, de te planter tant que tu risques pas grand-chose. Si je prends l'exemple des réseaux sociaux, quand tu commences au tout départ, comme tout le monde, tu as un moment où ton compte a 0 abonné. Voilà. Sauf si tu repars de ton compte perso, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Il y a de toute façon eu un moment où ton compte avait 0 abonné. Même si tu en as quelques-uns aujourd'hui. Si par exemple, tu veux tester quelque chose, une story, un post, des trucs, enfin voilà, des reels, etc., tente-les au moment où c'est pas grave si tu te plantes. Parce que vaut mieux le faire quand tu as 10 personnes qui voient ta story que quand on a 1000, tu vois. Et c'est pareil un petit peu pour tout. Il vaut mieux te planter sur certaines choses quand tu as moins d'audience que quand tu as une grosse audience. Par contre, évidemment, il faut aussi quand même que tu gardes en tête que la plantade n'est pas forcément liée à... Comment dire? Il faut pas non plus que tu penses que ce que tu as fait, tu l'as tenté, bien, ça a planté, OK. Ah, mais c'est parce que mon idée, c'est de la merde. Non, c'est peut-être aussi parce que tu as pas assez de personnes dans ton audience. Ça, c'est possible. Donc, prends-le quand même en compte dans les potentiels résultats de plantade. Mais là, je parle par exemple du fait de oser tenter les premières stories, oser tenter des premières choses, etc. Quand tu as peu de monde qui te regarde, c'est plus facile et plus rassurant de le faire à ce moment-là et de commencer à t'entraîner à ce moment-là que de le faire quand tu as une grosse audience. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Quatrième point, quatrième conseil que je donnerais, qui est un petit peu lié, toujours, c'est moi quand les gens commencent, alors que ce soit, parce qu'ils viennent juste de se lancer tout court ou que ce soit parce que ça y est, ils vont enfin se lancer et on les attend depuis un petit bout de temps. Je conseille aux personnes qui sont pas forcément à l'aise sur les réseaux sociaux et sur toute la partie communication, de se lancer sur un seul réseau social, évidemment en accord avec leur cible, pour vraiment poncer ce réseau à fond, le maîtriser à fond, se focaliser dessus et quand ils auront bien maîtrisé ce réseau-là, potentiellement passer à la suite. Moi, je conseille toujours d'avoir un réseau maître, de se focaliser à fond dessus, de créer du contenu dessus, de le maîtriser, de le comprendre, de se former dessus s'il y a besoin, de se faire accompagner dessus s'il y a besoin, mais vraiment de bien le maîtriser avant de se dire OK, je vais aller sur tous les réseaux, enfin sur d'autres réseaux. Parce que quand on commence, on se dit toujours que, et j'ai déjà fait un épisode là-dessus d'ailleurs, on se dit toujours que il faut être partout pour que les gens nous voient. Sauf que, alors c'est pas faux dans le sens où bien sûr, si tu es sur tous les réseaux sociaux, il y a des chances que les gens te voient. Mais être présent sur tous les réseaux sociaux, de manière pertinente, avec des contenus intéressants, de manière régulière, sans répéter exactement la même chose partout parce que c'est pas adapté, c'est difficile. Surtout quand tu débutes. Alors, l'avantage quand tu débutes, si tu as peu de travail, c'est que tu as du temps à consacrer à ta communication, donc c'est un bon aussi moment pour justement te lancer là-dedans. Mais il faut quand même que tu gardes en tête que gérer, je sais pas, 5 réseaux sociaux en même temps, c'est quand même difficile. Moi personnellement, pour le Steen Web, j'en ai vraiment 4, enfin c'est même, on va dire 4, qui sont régulièrement mis à jour. J'ai Instagram, LinkedIn, YouTube et mon podcast. Et bon, le podcast, c'est pas tout à fait un réseau social, mais tu vois l'idée, 4 plateformes, on va dire. Et déjà, celle-ci, j'ai du mal à les tenir à jour. Bon, après, c'est aussi lié au fait que actuellement, je me focalise sur mes clients plus que sur ma com à moi. C'est pas bien, mais
bah, c'est comme ça, je le fais comme ça actuellement. Mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc focalise-toi d'abord sur un réseau, celui où tu es, un, le plus à l'aise, et deux, où ta cible est présente. Parce que c'est trop bête d'aller sur Facebook si ta cible n'y est pas, même si tu connais bien le réseau. Parce que du coup, bah, ça va pas forcément bien marcher. T'es pas obligé de te mettre la barre très haute dès le départ. Commence peut-être pas par YouTube, parce que c'est peut-être pas le plus simple. Sauf si t'es à l'aise et que tu te dis, ah non, moi YouTube j'aime bien, je me sens à l'aise dans la caméra, je me sens à l'aise pour faire des vidéos, je me sens à l'aise pour le montage, etc. Let's go, hein. Mais si tu débarques vraiment et tu connais aucun réseau et que t'es à l'aise sur aucun, prends un réseau plus simple, hein, on va dire, à maîtriser. Donc par exemple, LinkedIn, Insta ou Facebook sont quand même un peu plus faciles à prendre en main que YouTube, en tout cas au départ. Conseil numéro 5 que je te donnerai, et il va paraître un peu intimidant, mais je te conseille de créer ta liste email dès que possible. Moi, j'ai mis énormément de temps à la constituer, malheureusement pour moi, et donc du coup, aujourd'hui, elle peine à se développer. Pour plein de raisons, il n'y a pas que ça, pas que le fait que j'ai mis du temps, hein, il y a plein d'autres choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle peine à se développer, alors que c'est hyper important d'avoir une liste email à toi. Parce que, donc, je parlais des réseaux sociaux avant, c'est une bonne plateforme pour être visible, mais tu le sais, tout ce que tu publies sur les réseaux ne t'appartient pas. Et si demain Instagram ferme, ou Facebook ferme, ou YouTube, etc., bah, tu perds toute ta visibilité. Si l'algorithme change du jour au lendemain et que, je sais pas, YouTube dit tiens, on va arrêter, j'ai n'importe quoi, hein, c'est pas le cas, hein, mais on va arrêter la vidéo, on va se concentrer que sur l'audio. Ah bah merde. Donc, tu vas te retrouver dans une situation pas agréable. Donc par rapport à ça, il faut que tu aies toi un canal, un endroit où tu peux vraiment avoir le lien direct avec les personnes avec qui tu veux échanger, donc prospects, clients, audience, etc. Donc constitue ta liste email très 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 tôt. Pour ça, il suffit que tu te commences à dire, ben voilà, je vais peut-être envoyer une newsletter par mois. Une par mois, normalement, c'est pas trop compliqué. Et puis au pire, si tu n'y arrives pas, eh ben, au moins tu constitues ta liste email, tu commences à avoir des gens dessus, tu essayes de leur envoyer des choses. Honnêtement, je pense que les gens préfèrent qu'on leur envoie pas de choses et qu'on les pollue pas sur leur email plutôt qu'on leur envoie trop de choses. Donc, c'est dommage si tu n'arrives pas à tenir ta newsletter, mais vaut mieux ça que de partir sur j'envoie un mail par jour. Bon, tu vois ce que je veux dire, je fais exprès de faire des clichés, mais tu vois l'idée. Donc, plus tu vas constituer ta liste email rapidement, mieux c'est. Et surtout, la plupart des outils d'emailing aujourd'hui, tu peux y accéder gratuitement au départ. Souvent, le premier format payant, il est à partir soit d'un certain nombre d'abonnés, et c'est souvent autour des 2000, en général, hein, je fais une généralité. Donc du coup, normalement, tu peux avoir quand même assez d'espace au départ. Soit c'est à partir d'un nombre d'envois d'emails par jour ou par mois. Et là, c'est pareil, si tu as, je sais pas, 30 abonnés sur ta liste email, et que tu envoies même pas un mail par mois, et que la limite c'est minimum 200 mails par mois, bah, du coup, tu es large, tu vois. Donc renseigne-toi sur les différents outils et vois lequel est le plus adapté, et crée ta liste email le plus tôt possible pour pouvoir vraiment constituer cette base de données très mobilisée, et qui va en général avoir un bien meilleur engagement que sur les réseaux sociaux. Et surtout bah, que tu garderas toujours si un jour les réseaux plantent ou ne sont plus là. Puisque évidemment, quand tu as un outil d'emailing, il faut que tu penses régulièrement à faire une sauvegarde de ta base de données de clients. Donc tu télécharges le fichier avec toutes tes adresses mail clients qui sont dedans. Comme ça, tu l'as de côté. Et même si demain ton outil d'emailing ferme, s'arrête ou autre, bah, tu peux le télécharger dans un autre outil d'emailing. Donc garde bien ça précieusement, c'est très important. Ensuite, donc je crois qu'on était rendu au conseil numéro 6, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc au conseil numéro 6 ce que je donnerais, c'est entoure-toi d'autres entrepreneurs. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Merci Link. S'entourer, en fait, si tu veux vivre de ton activité, ou même si c'est juste un side project, s'entourer des personnes qui vivent la même chose que toi, c'est super important. Bien sûr que tes proches qui sont salariés ou dans d'autres situations peuvent te soutenir. Et moi, j'ai de la chance là-dessus, c'est que j'ai beaucoup de proches qui ne sont pas entrepreneurs, qui comprennent les problématiques que je vis et qui sont très soutenants par rapport à ça, et que moi aussi, bien sûr, je soutiens également sur leurs problématiques. Mais c'est vrai que quand tu discutes avec des personnes qui sont également entrepreneurs, il y a ce côté où vous vivez vraiment la même chose au quotidien. Tu veux pas t'asseoir? Couche-toi. Bref. Donc vous vivez la même chose au quotidien, et il y a des choses dont vous pouvez parler plus librement. Je dis pas que je peux pas parler argent avec les personnes qui sont pas entrepreneurs, parce que j'avoue que comme je disais dans mon cas, c'est là-dessus il y a pas trop de problématiques. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est plus facile de parler argent avec des personnes qui sont également entrepreneurs et qui vont comprendre la différence entre ce qui rentre dans l'entreprise et ce qui va dans notre poche, par exemple.
Parce que, du coup, on peut oser plus de choses et puis parler justement de marketing, parler d'emailing, parler de gestion, parler de TVA, et cetera. Je fais un petit big up à Claire de Salmon Voyage où, on s'est retrouvés une fois, pour un événement pro et on s'est mis à faire des blagues sur la TVA et là, on s'est dit: «Vraiment, on est des entrepreneuses» parce qu'il y a personne d'autre qui va rigoler à ce genre de blagues. Mais bref, donc entoure-toi d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Ils vont avoir des points communs précis, ils vont pouvoir, être présents quand tu vas aborder certains sujets spécifiques et aussi ça va te permettre de voir que tu es pas seule dans ta situation et que tu es pas le ou la seule à te poser ces questions-là. Quand j'échange avec des entrepreneurs, je me rends compte que la plupart, peu importe leur, niveau, on va dire, j'aime pas ce mot mais, leur état d'avancement, on va dire ça comme ça, ils ont souvent les mêmes problématiques en fait. Et pas aux mêmes échelles, mais souvent les mêmes. Et en fait, c'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux autour de ça. Donc s'entourer d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, c'est très important et intéressant, et puis ça fait toujours du bien pour se soutenir. Conseil numéro 7, alors là, je vais rentrer un petit peu plus, deep, on va dire. Mon conseil numéro 7, c'est vraiment d'organiser ta gestion financière dès le départ. C'est-à-dire que l'argent, c'est le moteur de ton entreprise et c'est son cœur. C'est comme moi dans mes jeux où tu as un cœur de donjon qui est alimenté par du mana. Si le cœur de donjon tombe à 0, tu as perdu ta partie. Et ben, c'est pareil avec l'entreprise. S'il y a plus d'argent, tu as perdu. Sauf que les conséquences sont beaucoup moins agréables. Donc par rapport à ça, il faut que tu organises ta gestion financière le plus tôt possible. Donc, pense à te former, à te documenter, à suivre des personnes qui parlent de ça. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent en se disant, par exemple, justement, je sais pas, j'ai envie de devenir photographe. Oui, mais si tu deviens photographe à ton compte, tu deviens pas que photographe. Tu deviens également community manager un petit peu, tu deviens également comptable, tu deviens également potentiellement RH si tu travailles avec des personnes ou manager, etc., etc. Donc il faut quand même que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu comprennes que tu es obligé de connaître, sans maîtriser sur le bout des doigts, mais de connaître la gestion financière d'une entreprise, les erreurs à ne pas faire, les bonnes pratiques, parce que justement, c'est ça aussi qui va faire que ça va bien fonctionner, que tu vas avoir vraiment un roulement qui va bien se passer dès le départ. Et même si c'est un petit side business au départ, franchement, plus tu mets des choses, en place tôt, mieux c'est. Par exemple, tu peux avoir un tableur, hein, tout simplement, qui suit les entrées et sorties d'argent, pro. Ça prend quelques minutes à mettre en place. Tu pas obligé d'avoir une usine à gaz hyper complexe dès le départ, mais juste tu as une colonne par mois. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, à quoi ça correspond, point. Ça peut largement suffire. Et puis ça te permet de te rendre compte de choses. Te rendre compte qu'en fait, tous les mois, tu as plusieurs choses à payer, que même si c'est pas des grosses charges, tu as des charges. Tu as peut-être ton abonnement, Adobe, ton abonnement pour, ton nom de domaine, des logiciels que tu vas utiliser. Peut-être que si tu vends des choses, tu dois payer des cartouches d'encre, tu dois payer du matériel, et cetera. Donc te rendre compte de combien tu dois sortir par mois pour faire vivre ton entreprise et combien va rentrer en face, c'est aussi important. Et plus ton entreprise va grossir, plus ça va être important de savoir ça et plus tu vas pouvoir affiner ce tableau. Mais si tu l'as dès le départ, c'est beaucoup mieux. Mes premiers tableaux, ils étaient très simples. J'avais ce qui rentrait, juste la somme totale. Je ne savais même pas à quoi ça correspondait, hein. Je regardais sur les factures que j'avais. Et en face, j'avais aussi ce qui sortait par rapport à l'URSSAF, aux charges, et cetera. Et juste ça, déjà, c'était vachement pratique parce que je me rendais compte aussi de combien sortait par rapport à combien rentrait. Conseil numéro, on va dire 8. Oui, c'est ça, numéro 8, qui est très lié à celui juste avant. Et ça, c'est un conseil où je vais donner un exemple très concret. C'est de mettre de côté ce qui n'est pas à toi, financièrement parlant. Je vais reprendre l'exemple de la micro-entreprise parce que pour des sociétés, ça peut être un petit peu différent, mais vraiment pour la micro-entreprise pure et dure. Quand tu es en micro-entreprise, tu vas gagner de l'argent avec ce que tu fais, etc. Et tu vas reverser une partie à l'URSSAF. Plus la CFE une fois par an, qui est basée sur où tu habites et combien tu as fait d'argent. Donc si tu habites dans un tout petit village et que tu as fait très peu d'argent, en général, elle va être très peu élevée, voire tu vas pas en avoir. Si tu habites dans une très grosse ville où la taxe d'habitation est très élevée et que tu as fait beaucoup d'argent dans l'année, tu risques d'avoir une CFE plus élevée. Mais normalement, elle est toujours proportionnelle à ce que tu as gagné. Donc si tu gagnes 1 000 €, tu n'auras jamais une CFE de 2 000 €. Enfin, ou alors il y a un problème. Mais par exemple, si tu gagnes, je sais pas, 1 000 €, tu auras peut-être une CFE de 30 €. Je dis des chiffres au hasard, hein, c'est vraiment pour te montrer des exemples, d'accord? Donc, si on prend l'argent simple que tu gagnes tous les mois par la micro-entreprise. Je vais prendre des chiffres ronds parce que c'est beaucoup plus facile à expliquer.
Imaginons que ce mois-ci, tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc, tu as 1 000 € qui rentrent dans ton entreprise. En moyenne, à partir de la 2e année, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez si c'est pas le cas, parce que moi, à l'époque, c'était à partir de la 3e année, je crois, mais maintenant, je crois que c'est 2e année, mais bref, tu vas devoir donner un pourcentage de ce que tu gagnes à l'URSSAF. Quand ça fait quelque temps que tu es installé, en tout cas 1 ou 2 ans, je sais plus, c'est environ 22-23%. Moi, ce que je faisais, c'est que j'arrondissais à 25%, comme ça, c'était simple, c'était un quart. Donc, quand tu gagnes 1 000 €, tu vas donner 250 € à l'URSSAF. Donc ça veut dire que toi, techniquement, tu vas vraiment gagner 750 €. D'accord? Donc, moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais 2 comptes bancaires. J'avais un compte pro. Alors, honnêtement, il faut que tu aies. Enfin, selon la loi, tu dois avoir un compte bancaire professionnel à part. Il y en a beaucoup qui le font pas et qui attendent d'avoir l'avertissement pour le faire. Moi, honnêtement, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, donc c'était sur ma banque classique, et j'ai juste demandé à ouvrir 2 autres comptes bancaires, sans chéquier, sans carte, sans rien du tout. Du coup, ils me coûtaient rien, ces 2 comptes-là. Et il y en avait un où les gens pouvaient me payer dessus. Et en fait, après, moi, je faisais juste mes virements sur mon compte perso, vraiment personnel à moi, et où je faisais mes dépenses, du coup, perso, avec. Donc techniquement, j'avais pas besoin de carte bancaire ou quoi, parce que je payais rien avec mon entreprise. Et si j'avais des choses à payer, je les payais avec mon compte à moi. C'était juste que j'avais un compte de transition, on va dire. Voilà. Donc ce premier compte-là, c'est sur ce compte-là qu'il y avait les 1 000 € qui arrivaient. D'accord? Et j'avais un deuxième compte bancaire, pareil, qui me coûtait rien du tout, où dès que je recevais une facture d'un client, par exemple, mon client me paye 100 €, directement, je prenais 25 € et je les virais sur ce compte-là. Donc au lieu de faire, donc, comme je faisais 22, 23, je faisais 25, c'était plus simple. Et je les virais sur le compte à côté qui servait, entre guillemets, que à ça. Donc, à la fin de mon mois, j'ai fait plusieurs factures. En tout, j'ai gagné 1 000 € et j'ai au moins 250 € qui ont été versés sur ce compte-là en particulier. Et du coup, c'est sur ce compte-là que l'URSSAF venait me prélever tous les mois. Ce qui faisait que chaque mois, j'étais sûre que l'argent que je devais à l'URSSAF était déjà de côté, donc j'avais pas à me prendre la tête avec ça. Et l'argent qui restait sur mon compte pro, enfin pro, entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire, mon compte qui servait de compte professionnel, c'était vraiment l'argent qui était pour moi, pour payer peut-être d'autres trucs, les logiciels, etc. Bref, mais qui était pour moi. Et donc l'argent qui était sur ce compte, je pouvais en faire ce que je voulais, entre guillemets. Au bout d'un certain temps, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre 25% de côté, je mettais 30% de côté, parce que ça me permettait de mettre un petit peu plus chaque mois, ce qui faisait que à la fin de l'année, en général, avec ce pourcentage en plus, j'arrivais à payer toute ou grande partie de ma CFE. Donc c'était assez pratique pour moi, c'est que je savais que j'avais pas grand-chose à rajouter au bout du compte. Et ça, c'est très important dès le départ, parce que si tu penses que tu gagnes 1 000 €, les 1 000 € tu peux en faire ce que tu veux, non. En fait, tu n'en as que 750. Donc, moi, je te conseille dès le départ d'avoir 2 comptes bancaires, ou en tout cas un système où tu sais qu'il y a tant de côté qui n'est pas à toi et qui va être repris de toute façon. Ça va vraiment t'aider en termes de gestion professionnelle et de gestion financière, à titre pro, mais à titre perso aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dépenser l'argent qu'en fait tu n'as pas. Donc voilà, ça c'était un petit conseil sur le côté, mets de côté ce qui n'est pas à toi. Conseil numéro 9, on arrive bientôt à la fin de ces 11 conseils. Donc conseil numéro 9 que je donne et que je donne à tous les entrepreneurs et que je répète très régulièrement et que je me répète à moi aussi, même encore aujourd'hui, alors que je suis déjà lancée depuis un bout de temps, c'est surtout prends le temps de te développer à ton rythme à toi. Le meilleur rythme de développement, c'est le tien, c'est celui qui te convient à toi. Tu as certainement entendu, ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 42 de quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Parce que des fois, du coup, tu dis, ok, bah du coup, je peux comparer mon chapitre 1 au chapitre 1 de quelqu'un d'autre. Bah non plus. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour une raison simple, c'est qu'il y a de fortes chances que cette personne-là, tu ne saches pas tous les tenants et aboutissants de sa vie, tout le contexte qu'il y a autour de son entreprise et de ce qu'elle a lancé. Par exemple, quand moi je me suis mis à mon compte, j'étais salariée à côté. Donc, l'avantage, c'est que j'avais quand même une rentrée d'argent régulière. Donc, j'avais pas de problématique d'argent, on va dire. C'est-à-dire que j'avais un salaire à côté. Donc, mon entreprise ne me servait pas à vivre. Donc, par exemple, je pouvais avoir des prix plus bas. Parce que c'était un side business, c'était à côté, c'était pas forcément ce qui allait me servir à vivre tous les jours. Et par contre, à l'inverse, je n'avais qu'un jour par semaine pour travailler dessus. Donc j'avais beaucoup moins de temps que quelqu'un qui avait toute une semaine dédiée à ça. Dans les personnes qui t'entourent, et même si tu vois qu'elles sont, avec des gros guillemets, au même stade que toi, tu peux pas savoir où elles en sont. Il y a des personnes qui ont un salaire à côté. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui vont avoir des aides Pôle emploi à côté. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont aussi une vie de famille à gérer, que ce soit conjoint, enfant,
parents proches, et cetera. Il y en a d'autres qui sont complètement seuls et qui n'ont que eux à gérer, du coup, c'est peut-être plus facile pour eux d'organiser leur planning comme ils le souhaitent. Il y a des personnes qui, même s'ils viennent tout juste de se lancer, ils ont déjà mis de côté depuis, un bout de temps parce qu'ils savaient qu'ils allaient se lancer et donc ils ont un matelas financier qui leur permet soit d'assurer un salaire, soit, enfin ou d'investir dans de la formation, dans de la délégation, et ou même dans de la prestation. Et il y en a qui n'ont rien du tout et qui se lancent avec, 0 copec. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que tu ne sais pas la situation de la personne. Pareil, peut-être qu'elle vient de se lancer, mais qu'elle a 10 ans d'expérience dans le secteur d'activité dans lequel elle s'est lancée. D'autres vont se lancer, ils ont pas d'expérience. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si tu veux te comparer à quelqu'un qui a l'air d'être au même stade que toi, il vaut mieux pas. Compare-toi au toi d'hier. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Au toi d'hier, d'avant-hier, d'il y a un mois, d'il y a un an, etc. Tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est de voir quelle évolution toi tu as fait. De prendre ton rythme et de gérer ton évolution. Parce que c'est ça qui va être très important pour toi, c'est de voir à quel point toi tu as réussi à évoluer. Par exemple, si je me compare à la Bertie de 2013, c'est le jour et la nuit, voire plus, parce que en 2013, j'étais salariée à côté, je sortais tout juste des études, j'avais très peu d'expérience professionnelle, je n'exerçais pas le même métier qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis j'étais salariée à côté, et c'était vraiment un side business en plus en me disant bah c'est cool si ça peut mettre du beurre dans les épinards, mais c'est tout. J'étais vraiment pas, c'était point barre, pas plus loin. Aujourd'hui, je ne fais que ça, j'ai quitté le salariat, c'est mon activité principale, je n'ai rien d'autre à côté. Donc si ça marche pas, bah c'est la merde. J'ai un esprit beaucoup plus entrepreneurial, j'ai vraiment envie de développer des choses. J'ai une trentaine de clients réguliers tous les ans, etc. J'ai des clients que j'accompagne depuis plusieurs années. Je fais plus le même métier, comme je disais aujourd'hui. Je suis entourée de nouvelles personnes. Je délègue certaines choses à d'autres personnes. Enfin, du coup, vraiment, je ne suis plus du tout la même personne qu'en 2013, mais je suis même déjà plus la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, etc. Donc, c'est ça en fait qui va être important, c'est de voir la propre évolution que toi tu as eue. Et même si ton évolution elle est lente, tant qu'il y a une évolution, c'est important. Enfin, en tout cas, tant qu'elle te convient, c'est plus ça. Parce que si tu n'évolues pas mais que ça te convient, bah tant mieux. Le but c'est que toi tu sois heureux en fait, c'est tout. Donc ça va être vraiment important. Conseil numéro 10 du coup, et ça va un peu avec ce que je viens d'expliquer, je pense que quand tu seras un petit peu plus développé, quand tu auras un peu grandi ou quand tu auras les moyens, à toi de voir selon le stade où tu en es, essaye de déléguer ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu n'aimes pas faire le plus vite possible aux personnes qui savent le faire et qui aiment le faire. C'est pas forcément toujours cher de déléguer quelque chose. On pense tout de suite à des budgets, etc. C'est pas forcément le cas. Mais surtout, ça va t'enlever de la charge mentale. Moi, la première chose que j'ai déléguée il y a déjà plusieurs années, donc ça fait déjà un petit bout de temps, je crois que ça fait au moins 4 ans. Mais bref, la première chose que j'ai commencé vraiment à déléguer de manière régulière, c'est la gestion de mon site internet. Je sais faire des sites, j'ai utilisé WordPress pendant des années, mais au bout d'un moment, comme c'est pas mon métier, c'est pas mon cœur de métier, c'est pas ma zone de génie, j'ai décidé de déléguer ça à 2 personnes qui savent très bien le faire, dont c'est le cœur de métier, dont c'est la zone de génie. Et ça m'a pas coûté grand-chose, puisque du coup, j'ai 2 personnes, donc j'ai Nico qui va gérer toute la partie hébergement, nom de domaine, boîte mail, et tout ce qui va être aussi autour de la mise à jour du WordPress, vérifier les plugins, les machins, les trucs, etc. Donc tout ce qui est gros bug, on va dire, et hébergement, tout ça, c'est Nico qui s'en charge. Et d'ailleurs, encore merci beaucoup Nico, parce que ça fait déjà un bout de temps et c'est nickel, c'est trop bien, ça se passe super bien. Et la deuxième personne que j'ai, c'est Camille, donc Camille, je t'en ai déjà parlé, qui elle, avec elle, j'ai un abonnement mensuel qui fait que dès qu'il y a un petit bug, dès qu'il y a une petite mise à jour à faire sur le site, par exemple, je sais pas, tiens, il y a un paragraphe à changer ou là, il faudrait modifier ce lien ou enfin voilà, toutes les petites choses du quotidien que moi, je pourrais faire, mais j'ai pas la envie ou la flemme ou je sais plus où c'est dans le site, etc. Bah du coup, Camille va le faire et ça va me permettre de juste lui dire, voilà, il faut que tu changes ça, elle s'en occupe, elle me valide que c'est fait, et c'est bon. Et moi, j'ai pas à me prendre la tête à aller chercher dans quelle page c'est, dans quel formulaire c'est, du HTML, CSS, j'ai pas à le faire, c'est elle qui s'en occupe. J'ai plus les budgets exacts en tête, mais honnêtement, si je dois prendre en compte tout ce que je donne à Nicolas et à Camille, je suis sur un budget dans les 500 et quelques euros par an, en tout cas pour ces 2 actions-là. Et du coup, si tu divises, ça fait dans les 40 et quelques euros par mois. Donc,
Honnêtement, je pense qu'à partir de assez tôt dans ton entrepreneuriat, tu peux débloquer 40 € par mois. Voilà. Bien sûr, si tu peux, si tu le veux, et cetera. Ce que je veux dire par là, c'est pour te montrer que c'est pas forcément ultra onéreux de déléguer des choses. Après, ça dépend ce que tu délègues, à quel niveau, et cetera. Mais c'est juste pour te montrer que, bah, voilà, moi maintenant, mon site internet, il est géré, j'ai pas à me prendre la tête dessus par 2 personnes dont c'est le métier qui le font très, très bien. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. On arrive au dernier conseil, qui, je vais pas dire est le plus important parce qu'ils sont tous importants, mais je pense que celui-ci, il y en a beaucoup qui veulent pas l'entendre, donc je vais quand même le dire. Mais pour moi, il faut se former à être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde, clairement. Et c'est pas une critique, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs, ça veut pas dire qu'ils sont moins bien que les autres. C'est juste qu'ils sont pas faits pour ça, c'est tout. Moi, par exemple, je sais pas, je suis pas faite pour être chanteuse. Et c'est pas grave. Ça me fait un peu chier parce que quand je fais du karaoké, c'est difficile pour moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave. Et c'est pas mieux ou moins bien d'être entrepreneur, d'être salarié. Enfin voilà. Il y a pas de bon ou de mauvais truc. L'idée, c'est vraiment juste de dire qu'est-ce qui est fait pour toi. Et clairement, il y a des personnes qui sont pas faites pour être entrepreneurs. C'est pas leur truc, ça les intéresse pas, ça les angoisse, c'est pas ce qu'ils veulent. Bah, c'est pas grave. Tant qu'ils ont eux ce qui leur convient, c'est mieux. Et surtout, même si c'est quelque chose que tu aimes, qui t'intéresse et que potentiellement tu es fait pour, il faut se former. C'est fondamental de se former à devenir entrepreneur. Et pour moi, enfin, je pourrais plus te dire le nombre de formations que j'ai suivies, le nombre de tutoriels vidéo que j'ai regardés, le nombre de podcasts que j'ai écoutés pour développer mon état d'esprit, pour apprendre des choses, pour créer des choses, pour développer des offres, etc. Enfin voilà, énormément, énormément, énormément d'informations, notamment sur ces 4-5 dernières années. Par exemple, quand j'ai pris la BSB, la formation de Aline, dans laquelle je suis mentor cette année, justement, c'était ça, c'était apprendre à mieux développer mon entreprise, mais aussi à devenir une meilleure entrepreneuse, du coup. Donc, c'est important de se former, parce que c'est ça qui va faire que aussi ça va marcher. Je te parlais tout à l'heure de te former, de te documenter sur tout ce qui va être finance, la gestion financière de l'entreprise, mais pareil, le jour où tu veux changer de statut, documente-toi sur les statuts, pose toutes les questions que tu as besoin de poser, parce qu'il faut que tu comprennes les choses. T'es pas obligé de tout maîtriser de A à Z, parce que c'est très difficile de devoir tout maîtriser, mais par contre, il faut que tu comprennes tout. S'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu demandes qu'on te le réexplique. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes pourquoi tu payes de la TVA, à quoi ça sert, c'est quoi l'URSSAF, c'est quoi une RC Pro, c'est quoi la CFE, comment ça se passe, à quel moment tu vas être débité, d'environ combien, etc., etc. Il faut que tu aies cette vision d'ensemble le plus vite possible et il faut que tu la travailles, il faut que tu te formes à la développer. Eh ben écoute, j'espère que ces 11 conseils que j'aurais donnés à quelqu'un qui me demande, voilà, je vais me lancer, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil, et ou à la Bertie de 2013, t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à venir me le dire en commentaire. J'aurai grand plaisir à échanger avec toi. Et puis surtout, n'hésite pas à donner d'autres conseils en commentaire pour celles et ceux qui se lanceraient. Si toi, tu estimes que j'en ai oublié un en particulier, il y en a plein des conseils. Moi, j'ai sélectionné les 11 que j'estimais être les plus importants, en tout cas. Peut-être qu'il y en a un que j'ai complètement zappé parce qu'il est tellement évident que je ne l'avais pas vu, donc si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Et puis si toi, tu as des conseils complémentaires à ajouter, peut-être selon les stades d'avancement, etc., n'hésite pas aussi, ce sera vraiment chouette d'avoir tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, et puis vraiment à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je suis en train de reconstruire et de redévelopper cette chaîne YouTube, donc ça me ferait super plaisir d'avoir tes retours par rapport à ça. Allez, salut!